Bonjour à tous, je vais corriger un exercice qui s'intitule le sel d'oseille. Donc c'est une première partie d'un exercice de type bac. Le sel d'oseille, c'est une substance chimique présente sous forme d'un solide cristallin blanc, incolore, inodore. Historiquement, on l'extrait de certaines plantes comme l'oseille ou bien la rhubarbe. En nomenclature officielle, on l'appelle l'acide éthane dioïque, mais plus communément l'acide oxalique. Sa formule brute, c'est C2H2O4. C'est une substance qu'on peut utiliser dans l'industrie pour créer des polymères, mais aussi comme produit nettoyant, comme répulsif à frelons en apiculture. Quelques données. On te dit qu'un diacide, c'est une espèce qui peut libérer 2 ions hydrogène. On te donne un tableau qui regroupe les électronégativités de carbone, d'oxygène et d'hydrogène. Donc, il faut bien savoir que plus l'électronégativité est élevée, plus l'atome va avoir la capacité à attirer vers lui les électrons d'un doublé liant, donc d'une liaison. Et on te donne la formule semi-développée de l'acide oxalique. Donner la définition d'un acide selon Bronsted, puis justifier le terme de diacide pour l'acide oxalique. Donc, un acide, selon Bronsted, c'est une espèce chimique capable de céder un ion hydrogène, H+. Et pourquoi on peut dire que l'acide oxalique est un diacide? Alors celui qui me dit c'est parce que c'est une espèce chimique capable de céder 2 ions hydrogène, c'est bien gentil, mais c'est écrit dans les données, donc c'est pas ça que je veux. Alors non, il faut regarder la formule brute. Et quand on regarde la formule brute, on voit ici la fonction acide carboxylique une fois, et on voit une deuxième fois la fonction acide carboxylique. Or, on sait que l'hydrogène de cette fonction est acide. Voilà pourquoi on peut dire que l'acide oxalique est un diacide, parce qu'il y a 2 fonctions acide carboxylique. Ensuite, il fallait représenter la représentation de Lewis de l'acide oxalique ainsi que l'une des 2 autres formes acido-basiques. Donc pour représenter la représentation de Lewis, je te rappelle qu'on veut voir apparaître tous les doublés liants et tous les doublés non liants. Donc on peut déjà partir de la formule semi-développée qui t'était donnée. Puis, donc elle était donnée. Puis, donc j'ai juste représenté en plus ici la liaison entre l'oxygène et l'hydrogène. Maintenant, c'est assez simple. Tu sais que les atomes s'entourent de 8 électrons. 8 électrons de valence pour être stable. Sauf l'hydrogène qui s'entoure que de 2 électrons. Tu sais aussi que dans un doublé liant, dans une liaison, il y a 2 électrons de valence. Donc il n'y a plus qu'à compter. Si on regarde le carbone, il est entouré de 4 doublés liants. Comme il y a 2 électrons de valence par doublé liant, ça veut dire que là, il y a 8 électrons de valence autour du carbone. Donc je n'ai rien à rajouter. Maintenant, si je prends l'oxygène, ici, je vois qu'il est engagé dans 2 doublés liants, 2 liaisons. Donc ça veut dire que ces 2 liaisons lui apportent 4 électrons de valence. Il en manque 4. Je lui rajoute donc 2 doublés non liants. Je fais exactement la même chose avec l'autre oxygène, c'est son symétrique. Et je vais avoir le même raisonnement pour cet oxygène puisqu'il est lié au carbone, donc une première liaison, un premier doublé liant et un deuxième doublé liant avec l'hydrogène, qui apportera 4 électrons de valence. Il en manque donc 2. Je ne touche pas à l'hydrogène puisque l'hydrogène, lui, est engagé dans une liaison, un doublé liant, qui lui apporte 2 électrons de valence et on sait que l'hydrogène se contentera de 2 électrons de valence tout simplement pour acquérir la structure électronique du gaz rare qui le suit, qui est l'hélium. Maintenant, pour représenter une des formes acido-basiques. On a vu qu'un acide, c'était une espèce capable de céder un ion hydrogène H+. Donc ici, j'ai un atome d'hydrogène qui va partir. Et comme c'est un ion H+, la molécule sera chargée négativement. Alors, je vais faire partir évidemment cet hydrogène-ci. Ça peut être l'un comme l'autre, la molécule étant symétrique.
Je rajoute ici les doublés non liants. Le travail a déjà été fait préalablement. Et ici, eh bien, pour avoir 8 électrons de valence, eh bien, j'ai besoin de 3 doublés non liants. Et comme j'ai cédé un ion hydrogène H+, finalement, je tombe sur une molécule qui est chargée, enfin, un ion polyatomique chargé négativement. Je peux représenter une autre forme basique en faisant partir eh bien, cet hydrogène-ci, en plus. Et dans ces cas-là, je peux représenter la structure de Lewis en ayant toujours le même raisonnement, avoir 8 électrons de valence autour de chaque atome. Et donc là, je vais être chargé négativement. Et ici aussi. Ensuite, il fallait justifier le caractère acide des atomes d'hydrogène dans la molécule. Et pour ça, on a besoin eh bien, du tableau avec les électronégativités. Ce qu'on peut voir, eh bien, c'est que l'oxygène est l'élément le plus électronégatif. Ça veut dire qu'il va avoir la capacité d'attirer vers lui les électrons d'une liaison. Et la liaison qui nous intéresse, c'est la liaison OH. Au contraire, l'hydrogène n'est pas électronégatif par rapport à l'oxygène. Donc lui, il va avoir tendance à repousser les électrons. Ce qui veut dire qu'on va avoir une liaison polarisée. Qu'est-ce que ça veut dire une liaison OH polarisée? Eh bien, ça veut dire que comme l'oxygène attire vers lui les électrons, il va avoir une charge partielle delta-, une charge électrique partielle delta-, et l'hydrogène, une charge partielle électrique delta+. Et c'est pourquoi les iotomes d'hydrogène dans la molécule sont acides, parce que on voit bien qu'un acide, c'est une espèce qui est capable de céder un ion hydrogène H+. Cette liaison, elle peut très bien se casser. La liaison OH peut très bien se casser. Donc de là à passer de cette liaison OH polarisée à un oxygène chargé négativement et un ion hydrogène H+, il n'y a qu'un pas. Ensuite, il fallait donner les deux couples acide-base associés à l'acide oxalique, puis donner la particularité de l'espèce chimique présente dans les deux couples. On pourra utiliser les formules brutes. Alors, là, ce qui est étonnant, c'est que j'ai certains qui n'ont pas compris que comme on est face à un diacide, c'est une espèce qui peut céder deux ions hydrogène H+, ben, ça veut dire qu'il peut d'abord en céder un, puis en céder un autre. Et c'est exactement ce que l'on va faire. Donc, le premier couple que l'on a, c'est C2H2O4, ça c'est l'acide oxalique, et sa base conjuguée, comme eh bien, il va perdre un ion hydrogène H+, j'enlève un atome d'hydrogène, donc j'arrive à C2H, O4-, parce que comme il perd une charge positive, il devient chargé négativement. Donc ça, c'est le premier couple. Pour le deuxième couple, eh bien, je prends maintenant cette base conjuguée qui va devenir maintenant un acide et qui va être capable de céder un ion hydrogène H+. Donc, si c'est capable de céder un ion hydrogène H+, j'arrive à la base conjuguée C2O4 2-. Alors, j'ai bien enlevé l'atome d'hydrogène et comme j'ai enlevé une charge positive, eh bien, je suis chargée négativement, mais cette fois 2 fois. Et je constate eh bien, que l'espèce C2HO4-, elle joue à la fois le rôle de base dans un couple et le rôle d'acide dans l'autre. C'est donc une espèce amphotère. Alors, ensuite, au laboratoire, on mesure la valeur du pH d'une solution d'acide oxalique de concentration en acide apporté C0 égale à 5,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Et on mesure le pH qui est de 1,47. On souhaite modéliser la transformation chimique entre l'acide oxalique et l'eau en émettant une hypothèse.
Et cette hypothèse, eh bien, c'est que l'acide oxalique est un diacide fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la réaction entre l'acide oxalique et l'eau est totale et que l'acide oxalique libère 2 ions hydrogène par réaction avec l'eau. L'acide oxalique, on va le noter AH2 et l'ion oxalate A2-. Et on te demande d'écrire l'équation de la réaction qui modélise la transformation acide-base entre l'acide oxalique et l'eau. Alors, on sait déjà qu'on va avoir l'acide oxalique qui va devenir l'ion oxalate. Donc, AH2 donne A2- plus 2 ions hydrogène H+. Et j'ai bien noté ici le couple acide-base, c'était le couple acide oxalique, AH2, ion oxalate, avec comme réactif, on mettra comme réactif l'acide oxalique. Maintenant, cet acide oxalique va réagir avec l'eau. L'eau, tu sais que ça peut intervenir dans 2 couples acide-base. L'eau est une espèce amphotère. Ça peut intervenir dans le couple H2O ion hydroxyde, donc là, l'eau joue le rôle d'acide, ou bien alors dans le couple H3O+, H2O, et l'eau joue le rôle de base. Ici, dans ce couple-ci, c'est l'acide qui est réactif. Donc, ça veut dire que pour qu'il y ait une réaction, ça sera entre l'acide d'un couple acide-base et la base d'un autre couple acide-base. Donc ici, on prendra ce couple-ci puisque l'eau joue le rôle de base dans ce couple. On peut donc écrire la demi-équation associée à ce couple. Et je commencerai par l'eau puisque l'eau sera réactive. Donc, l'eau joue le rôle de base. Je sais qu'une base peut capter un ion hydrogène H+, pour former ici l'ion oxonium H3O+. Maintenant, je veux écrire l'équation acide-base entre l'acide oxalique et l'eau. Quand je veux écrire une équation acide-base, il va falloir que j'élimine les ions hydrogène H+. Ici, j'en forme 2. Ici, je n'en consomme qu'un. Donc, je vais multiplier cette équation par 2. Et je vais pouvoir sommer donc, les réactifs qui sont là et les produits qui sont là. Et j'arrive à l'acide oxalique plus 2 molécules d'eau donne l'ion oxalate plus 2 ions oxonium H3O+. Et comme on m'a spécifié qu'on faisait une hypothèse, et bien que la réaction elle était totale, j'ai mis une flèche, j'ai pas mis une flèche double. Question suivante. Il fallait établir un tableau d'avancement littéral de la réaction en considérant la réaction totale et l'eau en excès. Donc, je vais remplir la première ligne à l'état initial. À l'état initial, la quantité de matière d'acide oxalique, eh bien, c'est la quantité de matière d'acide oxalique. L'eau est en excès, je vais mettre excès. Et par contre, je n'ai pas ni d'ion oxalate, ni d'ion oxonium. Ensuite, à l'état intermédiaire, la quantité d'acide oxalique, ça sera la quantité initiale d'acide oxalique moins une fois l'avancement, puisque ici, c'est comme s'il y avait un 1. L'eau reste en excès. La quantité d'ion oxalate formée, eh bien, ça sera l'avancement, puisque c'est une fois X. Par contre, la quantité d'ion oxonium formée, eh bien, comme ici, j'ai un coefficient stoichiométrique de 2, ça sera 2X. Et pour la dernière ligne, eh bien, c'est exactement la même chose. Je vais remplacer X par XF, mais je vais quand même tenir compte de ce qui est écrit. On me dit que la réaction, elle est totale. Ça veut dire que le réactif limitant est consommé. Ça veut dire qu'il ne reste plus de réactif limitant à la fin de la réaction. Le réactif limitant, c'est le réactif qui n'est pas en excès. Donc, on n'aura plus d'acide oxalique à la fin de la réaction. Si on n'a plus d'acide oxalique à la fin de la réaction, ça veut dire que la quantité initiale
d'acide oxalique moins XF vaut 0. Ça veut dire que je peux trouver la valeur de l'avancement final, qui vaut la quantité initiale d'acide oxalique. Ici, j'aurais formé XF, c'est-à-dire la quantité initiale d'acide oxalique. Et puis ici, je vais former 2XF, c'est-à-dire 2 fois la quantité initiale d'acide oxalique. Et je vais bien me baser sur ça pour pouvoir répondre à la question suivante. La question suivante, on te dit en déduire que la valeur de la concentration en quantité de matière en ion oxonium est égale à 1,0 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Si je veux déterminer une concentration, moi je sais qu'une concentration, c'est la quantité de matière ici de l'ion oxonium divisée par le volume de la solution. Bon, la quantité de matière de l'ion oxonium, je peux la connaître. Je peux la connaître puisqu'elle est notée dans le tableau d'avancement. Donc si je reviens sur la diapositive précédente, eh bien la quantité d'ion oxonium, elle est donnée ici. Ça représente la quantité d'ion oxonium. La quantité d'ion oxonium, c'est donc 2 fois la quantité initiale d'acide oxalique divisée par le volume de la solution. Alors, je l'ai écrit autrement parce que ici, tu dois reconnaître la concentration initiale en acide oxalique. Et la concentration initiale en acide oxalique, elle a été appelée C0. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire le calcul. Et je trouve 1,0 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. À l'aide du résultat précédent, calculez la valeur du pH théorique de la solution, puis justifiez l'hypothèse que l'acide oxalique est un diacide fort n'est pas valide. Et on nous donne la valeur de la concentration standard. Alors, précédemment, j'ai calculé la concentration en ion oxonium qui valait 1,0 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Cette concentration, c'est une concentration théorique, c'est-à-dire si la réaction est totale, alors la concentration en ion oxonium vaut 1,0 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Maintenant que j'appellerai concentration en ion oxonium théorique. On me demande de déterminer le pH. J'applique la formule du cours. Le pH théorique, ça sera moins le logarithme de la concentration en oxonium théorique divisé par C0. Et si tu fais l'application, tu trouves 1,0. Maintenant, ce pH obtenu, ce pH théorique, c'est si la réaction est totale. Or, on nous a dit dans l'énoncé que le pH de la solution, il n'est pas de 1,0, il est de 1,47. Donc, il est supérieur au pH théorique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la concentration en ion oxonium dans la solution, elle est inférieure à la concentration en ion oxonium théorique, c'est-à-dire si la réaction était totale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quantité de matière en ion oxonium présent dans la solution, c'est inférieur à la quantité de matière en ion oxonium théorique, c'est-à-dire les 2 XF qu'on a calculés dans le tableau d'avancement. Eh bien, ça veut dire que la réaction n'a pas été menée jusqu'à son terme. Et si la réaction n'a pas été menée jusqu'à son terme, ça veut dire que la réaction n'est pas totale. Et dans ces cas-là, l'acide oxalique n'est pas un diacide fort.